Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est pile à l'heure pour démarrer cette émission Les Vraies Voix avec Philippe David. Même si je dis pile à l'heure, alors qu'il n'y a aucune raison que je dise ça, puisque c'est jamais la même heure. Bah oui, mais c'est pas grave, vous savez, il faut bien trouver quelque chose à dire. Hein. Et ce qui est bien, c'est que quand je dis ça, tout le monde m'écoute religieusement, comme si je donnais la messe. Comme tout le monde vous craint, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Enfin, ça y est, c'est arrivé. Ah oui. Je suis trop contente. C'est le plus beau jour de ma vie. Philippe Ça va, Bilger Philippe David? adore ce bruit. Ah bah ça va très bien, oui, mais là le bruit du fouet, vous aimez ça vous, hein? Moi oui. je déteste. Ah bon? Ah bon? Ah non, mais puisque je suis pour la bienveillance, j'ai aucune raison de faire souffrir les autres avec le Non, poids. mais vous aimez les recevoir, je veux dire. Pas du tout. Non plus. mais du coup, je me mêle. Non, on c'est ne que va je pas connais chercher bien. dans le voilà. Mais pourquoi vous rapportez nos souvenirs? Si vous avez des photos, n'hésitez pas à les diffuser. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Tortigol qui dans prend l'air les écœuré. Pourquoi ou non il pourrait y avoir vous pourriez exister sur ces photos, Olivier D'Artigol? Enfin bon, écoutez, si vous avez des trucs à dire, hein, on en parlera bien entendu. Vous pouvez commenter tout ce qu'on dit sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et bien entendu sur cette belle plateforme d'opinion et notre chaîne YouTube. Et on vous incite forcément tous les jours à vous y inscrire. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Allez, sommaire de cette émission, le grand débat du jour. C'est à 17h30, l'aide médicale d'État pour les sans-papiers au cœur de tous les débats. Un rapport la juge globalement maîtrisé, mais préconise de renforcer les contrôles et les critères pour pouvoir leur bénéficier. La droite sénatoriale veut carrément la supprimer pour la remplacer par une aide médicale d'urgence. Et donc parlons vrai, est-ce vraiment aux Français et aux étrangers régulièrement en France qui cotisent et qui payent des impôts de prendre en charge les soins des personnes en situation irrégulière? Comment expliquer que les chiffres des bénéficiaires augmentent année après année? Cet AME, est-ce que c'est un appel d'air pour l'immigration clandestine ou est-ce que pas du tout? Quel que soit votre avis, appelez-nous au 0826 300 300. Et à cette question, faut-il supprimer l'aide médicale d'État aux personnes sous OQTF? On en parle dans ce rapport d'ailleurs qui est en audition depuis 6 minutes à l'Assemblée nationale. Eh bien vous dites oui à 88%. Avec notre expert du jour pour en parler, Fabien Di Filippo, qui est député LR de la Moselle. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. C'est un village sous les feux des projecteurs depuis bientôt 2 semaines. Crépol, 530 habitants dans la Drôme. Du nom des protagonistes aux circonstances du drame, les informations sortent au compte-gouttes, les interprétations hâtives et les récupérations politiques en dépit des appels à la prudence de Laurent de Crégny, le procureur de Valence, vont bon train et provoquent de vifs commentaires et des échanges entre journalistes sur les réseaux sociaux, Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce qu'on ne vous dit pas tout et le contraire de tout, tout et n'importe quoi depuis des semaines, Rix, pas Rix? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs vérités selon qu'on soit un média de tel bord ou un média de tel autre? Et un homme ou une femme politique d'un parti de tel bord plutôt que de tel autre? Est-on dans une manipulation de l'information dans le drame de Crépol? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites oui à 90%. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commander de nouveau cette actualité, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile. Merci d'être avec Philippe. nous, encore en grande forme aujourd'hui, accompagné d'Olivier D'Artigol, éditorialiste politique. Bonsoir Olivier Bonsoir, D'Artigol. Olivier. Vous êtes en train de vous regarder les lignes de la main. Qu'est-ce qui se passe? Je vois si les 2 heures qui arrivent sont positives. D'accord. Jean Garrigue est avec nous, président du comité d'histoire parlementaire et politique, auteur des Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble chez Payot. Bonsoir. Bonsoir. Jean. Bonsoir, mais je ne savais pas que j'étais dans une émission SM. Mais je le découvre. Exactement, ça peut arriver. Ah Ça si, peut elle est arriver. SM, super magnifique. Ah, ça c'est vrai. Super Ah, c'est magnifique, sûr. c'est tout ce qu'il a trouvé. Oui, mais écoutez, Vous, dans un temps à partir, un bâtiment en cours. on attendait un truc Ça, on un est petit bien peu tiré. plus Sans sexy. médiocrité. Voilà. Une émission sans médiocrité. Les affaires reprennent. Et au 0826 300 300, votre numéro préféré. Dans un instant, Guillaume des Hauts-de-Seine sera avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir à vous tous. On va parler de quoi avec vous? Écoutez, on va parler pour commencer de la DGCCRF. Alors Olivia Grégoire nous disait ce matin qu'effectivement elle allait doubler les effectifs, soit, mais avec quels effectifs? On en parle dans un instant. En attendant, c'est le répondeur que vous allez entendre. Écoutez. Bonjour, Serge de Montpellier. Je suis un vieux monsieur maintenant, mais quand je vois l'évolution violente, très violente de la société, alors que j'ai passé 20 ans dans la police, je suis un petit peu abasourdi parce que ça n'est plus la violence pour conquérir quelque chose, c'est la violence pour détruire l'autre.
Et petit à petit, je m'aperçois que on a une civilisation qui est complètement acculturée. C'est devenu une ressource. C'est l'économie qui veut ça, c'est la normalisation qui veut ça, c'est un ensemble de choses qui font que l'individu est de plus en plus réduit à rien. Bonne journée. Au moins, parlons vrai, c'est cash, Philippe Bilger. C'est vrai que cette ultra-violence, quand on a été policier, il a dit qu'il était âgé, et qu'on a connu la France des années 70 ou 80, on a quand même changé de paradigme, non? Il n'a pas tort, mais je vais essayer de garder le moral tout de même. Olivier d'Artigol? Il y a la réponse par le sécuritaire, quoi, la justice et la sécurité face à cette violence. Et il y a la réponse éducative. C'est-à-dire que je reste persuadé que plus l'éducation est forte, plus, j'ai envie de dire, on lutte contre l'acculturation, je suis d'accord avec le terme qui a été employé, et plus notre société peut s'apaiser. Jean Garrigue. Oui, je partage cette idée, mais pour moi, c'est au contraire l'hyper-individualisme qui génère précisément cette absence de collectif et qui génère cette violence et cette décivilité. Je ne parle pas de décivilisation, mais on est dans une décivilité et qui parfois atteint des degrés de violence, il est vrai, qu'on n'avait pas connu il y a une trentaine d'années. En tout cas, nous, on n'est pas individualistes, on partage l'antenne avec nos auditeurs au 0826 300 300. Et vous vouliez réagir, Guillaume? Oui, tout à fait. La DGCCRF, moi je les avais approchés il y a quelques temps en tant que candidat. On va expliquer. Alors réexpliquer, c'était chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. Oui, tout à fait. Olivia Grégoire était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin, et Olivia Grégoire nous disait qu'effectivement, elle allait doubler les effectifs de la DGCCRF. Alors moi, j'ai plusieurs questions pour avoir été moi-même candidat à un certain moment cette année, il y a quelques temps là, avant l'été. J'ai été surpris d'ailleurs d'être reçu par autant de monde, le directeur général de la DGCCRF dont dépend les Hauts-de-Seine, plus 7 autres personnes pour un premier entretien. Et quand on regarde quelles sont les conditions qui sont données pour entrer à la DGCCRF, ça fait un peu froid dans le dos. Il faut savoir que quand vous rentrez à la DGCCRF, le salaire est pendant 1 an et 6 mois de 1 919 €. Il passe ensuite à 2 461 €, et vous avez 1 an de formation avec 6 mois en cumulé, en période de temps cumulé, sur Montpellier, mais la DGCCRF ne vous propose aucun hébergement, ni aucun remboursement sur les frais de transport, ni de restauration. Donc imaginez payer un loyer à Paris ou en région parisienne ou dans toute autre ville d'ailleurs, plus les charges habituelles, et cumuler ça avec un salaire qui en net doit représenter à peu près 2 000 €, même pas, 1 919 € pour la première année. Donc on est à, on va dire, 1 600, 1 700 €, c'est juste impossible. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres de plus près, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les effectifs de la DGCCRF étaient 3 733 équivalents temps plein en 2007. Ils sont passés en 2022 à 2 812, soit une baisse de 25%. Et si on regarde un peu plus près les chiffres, entre 2012 et 2017, les effectifs étaient quasi stables, donc on était à 2 992 équivalents temps plein et 2 947 équivalents temps plein en 2017. C'est à partir de la mandature de Monsieur Macron que les effectifs ont singulièrement baissé, puisqu'ils sont passés de 2 947 à son arrivée à aujourd'hui 2818 équivalents temps plein. C'est pas très intéressant. Que les derniers recrutements, puisqu'il y a une session de concours par an, il y aura 196 équivalents temps plein en plus. Donc ma question, elle est simple. Je mets pas en doute la parole d'Olivia Grégoire, et je dirais que elle est tout à fait sensée de dire qu'il faut doubler les effectifs et qu'on va faire davantage de contrôle. Mais je vois pas très bien comment on va faire. On va s'organiser, absolument. Déjà, c'est insuffisant. Et le rapport qui a été publié par Bruno Le Maire donne certains chiffres, certes, mais 128 700 visites en 2022. Ça va être compliqué. On a pu malheureusement, Guillaume,
Guillaume, on a bien compris. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme DGCCRF, c'est la Direction générale de la concurrence et de la consommation, de la répression des fraudes. C'était suite effectivement à la présence de la ministre Olivia Grégoire chez Jean-Jacques Bourdin. Vous restez avec nous, Guillaume, dans un instant sur les 3 mots dans l'actu. Et on parle de quoi avec vous dans Réquisitoire? Des vraies voix et beaucoup de Gérard Larcher. Écoutez, très bien. Attention. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci en tout cas d'être aussi nombreux à nous écouter tous les jours avec des vraies voix qui sont plutôt coquines aujourd'hui. Ils ont envie de rire, de se moquer. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, et Jean Garrigue, qui n'est pas le dernier, président du comité d'histoire parlementaire et politique et auteur de ce livre Les Jours Heureux. C'est peut-être pour ça qu'il est drôle. Quand les Français rêvaient ensemble. Ou l'inverse. Tout s'écroule autour de nous. Ici de Jésus-Christ, ça vaut l'euro quand même. Il n'a pas changé le titre. Pourtant, malgré la période, je résiste. C'est un résistant. Effectivement, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? De ces combats qualifiés d'apocalyptiques qui se poursuivent au sud de Gaza. De l'assaillant de l'attaque mortelle de samedi soir près de la Tour Eiffel. Il sera présenté seul à un juge antiterroriste. Et puis de ce match OM-OL sous haute surveillance au stade Vélodrome ce soir à Marseille. Et en 3 mots? Eh bien, en 3 mots, ça donne Apocalypse, Comparution et Olympico. Et on vous retrouve dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre les propos du président du Sénat, Gérard Larcher, au sujet de Jean-Luc Mélenchon, que je résumerai par un acronyme FTG. Pour bien me faire comprendre, je voudrais partir d'un exemple au sein des vraies voix. Imaginons que notre chère animatrice puisse être tentée, ça ne lui arrive jamais, de dire une grossièreté durant le débat ou en dehors. À la rigueur, ça nous surprendrait. Mais elle pourrait le faire à la rigueur parce qu'elle n'est pas dans une situation où on attend forcément d'elle un langage à la Bossuet. Mais de la part du président du Sénat, qui a toujours eu une parfaite exemplarité dans la tenue de ses mots, j'estime qu'il participe à une médiocrité de la démocratie alors qu'on aurait dû pouvoir compter sur lui plus que sur tout autre pour ne pas dire à propos de Jean-Luc Mélenchon à l'égard duquel il avait raison d'être indigné, ferme ta gueule. Voilà, j'ai pris un petit exemple, ma chère Cécile, de pure fiction. Bien sûr. Jamais ça ne vous arrive. Ça ne me dit jamais, je le dirais. Olivier D'Artigol. Je peux le confirmer, jamais. Mais comme vous êtes. En tout cas en public. On est tellement gentils. Je suis tellement focus surtout. Allez. Je suis d'accord avec les propos du procureur, mais quand il y a un climat général de délitement, quand la parole politique et j'ai envie de dire aussi médiatique, prend le toboggan et va vers des facilités. Il est normal qu'il y ait un phénomène d'aspiration et que des personnalités telles que Gérard Larcher, qui ne nous a pas habitués à ça, c'est clair, absolument pas même, puissent se laisser emporter. C'est un climat général pour moi. Jean Garrigue, climat général ? Oh, ça, c'est une certitude. Je parlais tout à l'heure de délitement, de décivilité. On est en plein dedans et je pense qu'il y a un effort collectif à réaliser. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, Gérard Larcher est à cet égard une référence. Quelqu'un qui, dans un débat public qui a souvent dérapé, a toujours su garder une ligne et dont l'importance politique aujourd'hui, dans le moment qui est le nôtre, me semble capitale. Mais ça en dit long sur le ras-le-bol, peut-être. Alors voilà, on peut peut-être lui passer ce moment où il a été excédé par ce qu'il faut bien appeler cette campagne de conflictualité systématique et je dirais systémique menée par Jean-Luc Mélenchon et les siens. Donc voilà, on a quelqu'un qui, malgré tout, et je rejoins Monsieur le procureur, quelqu'un qui n'aurait pas dû tomber dans ce piège qui lui était tendu par Mélenchon et les siens. D'autant plus que lorsqu'il le dit dans l'émission, on voit qu'il est gêné de prononcer ce terme. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. En attendant, c'est les 3 mots dans l'actu.
Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont Félix, Apocalypse, Comparution et Olympico. De féroces combats continuent à Khan Younes, la grande ville du sud de Gaza, pilonnée par Israël. Un haut responsable de l'ONU parle d'une situation apocalyptique. L'assaillant de l'attaque mortelle de samedi soir près de la Tour Eiffel présentait seul un juge d'instruction et puis un match OM-OL sous haute surveillance tout à l'heure à Marseille. Des supporters lyonnais interdits de déplacement plus d'un mois après les violents incidents et l'annulation de la rencontre. Les vraies voix Sud Radio. Beaucoup de Palestiniens s'étaient réfugiés sur place quand l'armée leur avait intimé l'ordre de quitter le nord de Gaza. Khan Younes en proie au combat et au bombardement israélien. Les rues de la grande ville du sud de l'enclave sont désormais vides. Sur fond de combat, des troupes au sol y sont engagées tandis que les morts et les blessés affluent vers les hôpitaux. Situation catastrophique, indique Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Aucun endroit n'est sûr. À l'heure où nous parlons, 1 900 000 Palestiniens sur 2,2 millions ont été déplacés et sont poussés vers des lieux de plus en plus restreints et extrêmement surpeuplés dans le sud de Gaza, dans des conditions insalubres et malsaines. La situation catastrophique que nous voyons dans la bande de Gaza était tout à fait prévisible et évitable. Mes collègues humanitaires ont qualifié la situation d'apocalyptique. Dans ces circonstances, il existe un risque accru de crimes atroces. De son côté, l'armée israélienne indique avoir découvert dans le nord l'un des plus considérables dépôts d'armes de la bande de Gaza à proximité d'une clinique et d'une école. Deuxième mot, comparution. Après l'attentat de samedi près de la Tour Eiffel, l'assaillant comparaît seul devant un juge antiterroriste. Présenté seul à ce juge antiterroriste ce soir en vue d'une possible mise en examen 4 jours donc après l'attaque mortelle au couteau de samedi soir près de la Tour Eiffel. Le parquet national antiterroriste doit ouvrir une information judiciaire. En revanche, la garde à vue d'une proche âgée de 27 ans a finalement été levée. Elle avait duré jusqu'à la nuit dernière. Garde à vue levée pour cette proche sans poursuite à ce stade. Et le troisième mot, Félix, c'est Olympico, avec ce match sous très haute surveillance ce soir au stade Vélodrome à Marseille. L'OM reçoit l'Olympique lyonnais plus d'un mois après les violents incidents qui avaient fait annuler la rencontre à Marseille. Des bus caillassés, l'ancien entraîneur de l'OL blessé, le visage en sang. Les autorités ont décidé d'interdire le déplacement aux supporters lyonnais. Ce sera la règle désormais pour les matchs à risque. Le milieu de l'OM, Amin Harit, espère une prise de conscience. Ces scènes de violence, vraiment, c'est dégradant et c'est dommage d'en arriver là alors que on voit dans certains pays tout se passe bien. Je pense par exemple en Angleterre ou dans des autres championnats où il y a vraiment très rarement des problèmes liés à la violence. Et je comprends pas en fait ce climat de violence qui s'installe autour des stades ou dans les stades même. C'est pas quelque chose qui fera avancer le football et j'espère que les gens ils auront une vraie prise de conscience par rapport à ça. Parce que si ça continue comme ça, je pense que d'ici quelques années on va arriver à jouer sans supporters et je pense que ça va être très très compliqué pour tout le monde. Donc j'espère que les gens ils auront une vraie prise de conscience concernant cette violence qui est en train d'augmenter depuis quelques années. Amin Harit de l'Olympique de Marseille au micro Sud Radio de Lionel Maillet, coup d'envoi de la rencontre à 21h. Les victimes sont sanctionnées. C'est exactement la question que je voulais vous poser, vous qui aimez le football, Jean Garrigue et aussi Olivier d'Artigol. Ils se font caillasser, blessés. Ils doivent jouer le match et même pas à huis clos et sans leurs supporters. Est-ce que c'est pas les victimes qui sont sanctionnées comme le dit Philippe Bilger qu'on est chez les fous? J'avoue que je ne comprends absolument pas ces décisions. On se prend on coupe les cheveux en 4 pour savoir à quelle distance il fallait se trouver ou pas pour caillasser le bus, etc. Et l'essentiel, c'est-à-dire quand même une sanction envers les supporters marseillais et peut-être envers le club de Marseille, voilà des choses qui passent à l'as. Et ça induit quand même beaucoup de questions par rapport aux instances du football. Oui, c'est incompréhensible. J'ai entendu récemment la ministre des Sports annoncer que on allait très certainement vers l'interdiction de déplacement de supporters. Donc c'est une minorité violente qui va priver une majorité de personnes de leur passion. Le hooliganisme a été terrassé en Angleterre, avec des mesures administratives et judiciaires très précises. Par exemple, l'interdiction de stade. Un supporter violent devait pointer dans un commissariat à l'heure du match. C'est ça, mais c'est toujours le cas. Et ça a eu une efficacité spectaculaire. Et le prix des places. Oui, le prix des places. Hors de prix. Effectivement, merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve après 18h tout à l'heure pour le Top Click et puis un rapport sur l'aide médicale d'État écrit par Claude Evin et Patrick Stefanini a été remis lundi au gouvernement avec cette question: faut-il supprimer l'aide médicale d'État aux personnes sous QTF, au QPT?
OQTF. Oui, et parlons vrai. Est-ce vraiment aux Français de prendre en charge les frais médicaux des personnes irrégulièrement en France? Comment expliquer que le chiffre des bénéficiaires augmente année après année? Cette AME, est-ce que c'est un appel d'air à l'immigration illégale? Faut-il supprimer l'aide médicale d'État aux personnes sous OQTF, puisqu'il en est question? Et là, vous dites oui à 92%. Fabien Di Filippo est avec nous, un député LR de la Moselle. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'AME contribue au maintien de la clandestinité? Bien sûr, puisque on le voit, en 20 ans, le nombre de bénéficiaires de l'AME a doublé. Et aujourd'hui, eh bien, on est quasiment à 800 000 personnes en situation irrégulière en France. C'est l'un des droits des clandestins, donc ça y contribue. Merci, vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez participer au débat, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous dans les vraies voix jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol, Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire et politique et auteur de ce livre, Les jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bon, Gérald Darmanin envisage la suppression de l'AME pour ne garder que les soins urgents. C'est une profonde erreur et qu'il y a des moments où l'erreur confine à la faute. Sur l'aide médicale d'État, il faut être clair. Personne ne veut sa suppression. Ce serait une absurdité humaine et sanitaire. On dit au QTF en oubliant que derrière, c'est des êtres humains. En revanche, nous sommes dans un pays dans lequel l'aide médicale d'État a un panier de soins qui va très au-delà de l'aide d'urgence. Et il faut donc le réduire. Quand un ministre de la République dit que son rôle est de rendre la vie impossible à des êtres humains, pour moi, on sort du cadre républicain. Et donc l'aide médicale d'État pour les sans-papiers au cœur de tous les débats. Un rapport la juge globalement maîtrisé, mais préconise de renforcer les contrôles et les critères pour pouvoir en bénéficier. La droite sénatoriale veut carrément la supprimer pour la remplacer par une aide médicale d'urgence, Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce vraiment aux Français de prendre en charge les frais médicaux des personnes illégalement en France? Comment expliquer que les chiffres de l'aide médicale d'État, le nombre de bénéficiaires augmente année après année? Et cette AME, est-ce qu'elle est pour vous un appel d'air pour l'immigration clandestine ou non, pas du tout? Quel que soit votre avis, appelez-nous au 0826 300 300. Et à cette question sur Twitter, faut-il supprimer l'aide médicale d'État aux personnes sous OQTF? Puisqu'il en est question dans le rapport qui vient d'être publié, vous dites oui à 92%. Et notre invité, Fabien Di Filippo, est avec nous, député LR de la Moselle. Merci d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, le tour de table d'abord avec vous sur cette AME. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est adaptée finalement à la société? D'abord, il est évident, j'ai entendu beaucoup de médecins dire que ça ne les empêcherait jamais de respecter le serment d'Hippocrate et de venir au secours de tous les malades qui se présenteraient à eux, dans le fil d'une quotidienneté parfois douloureuse. Mais deuxièmement, j'émets avec prudence mes interrogations. Il me semblait que l'AME n'était pas une cause directe de l'arrivée de clandestins chez nous, contrairement à ce que des gens comme moi pouvaient croire avant. C'est une interrogation. Et la deuxième, c'est à partir de ce qu'avait fait le Sénat, qui avait remplacé ça par une aide médicale d'urgence, j'avais cru comprendre que ça n'était pas aussi rigoureux qu'on le disait, que le Sénat voulait simplement ne plus permettre à l'aide médicale d'État de répondre à des demandes qui étaient de pur confort, mais que ça n'était pas du tout une volonté d'échapper à des thérapeutiques nécessaires. Alors tout cela, je le dis avec prudence, et je suis curieux d'entendre tout à l'heure monsieur le député. Olivier d'Artigol. Il est bien que le rapport Stefanini et Vin, qui sont deux personnalités qui ne sont pas des insoumis, pour résumer, qui n'ont pas le couteau entre les dents, puissent remettre un peu de discernement, de pondération, de mesure et de complexité dans le sujet, parce que l'AME a été rapidement, c'est pas la première fois, un objet inflammable sur le plan politique et idéologique. Que nous disent-ils? En effet, que le dispositif est maîtrisé, qu'il n'y a pas, qu'il ne génère pas de consommation de soins faisant apparaître des atypismes, abus ou fraudes structurelles. Ils disent qu'il n'y a pas de tourisme médical.
J'ai passé certains débats où des contradicteurs me disaient mais oui, mais Olivier, tu comprends bien, ils en profitent pour venir se faire recoller les oreilles, se poser un anneau gastrique ou se faire blanchir les dents. Quelqu'un qui ne sait pas où le soir il va dormir et comment il va se nourrir, il a d'autres préoccupations que de savoir comment il va faire ce type de soins ou d'intervention. Le rapport permet de parler sérieusement d'un sujet sérieux. Et moi, ce qui m'a frappé au cours des derniers jours, c'est la quasi-unanimité du monde médical qui nous dit qu'en termes de santé publique, il faut absolument soigner une personne humaine quand quelque chose apparaît pour pas avoir à la traiter quelques mois après alors que la situation sanitaire serait plus grave pour elle et médicale. Jean Garry. Oui, je crois que ce rapport qui est fait par Patrick Stefanini, quelqu'un qui vient des Républicains, droite classique, et Claude Évin, ancien rocardien, ce rapport a le mérite de fixer les choses et de nous dire qu'il n'y a pas d'appel d'air. En tout cas, que l'AME ne joue pas un rôle majeur dans l'appel d'air de l'immigration. C'est quand même un fait très, très important qui montre que a priori, c'est un système qui est plutôt bien maîtrisé. C'est ce que dit aussi le rapport. Alors, le rapport préconise cependant de prendre des précautions, des adaptations, par exemple, de ne pas qu'un conjoint soit systématiquement bénéficiaire des soins qui sont donnés à celui qui est le principal récipiendaire de ces soins. Enfin, il y a des petites adaptations comme ça à mener sur le temps qui est nécessaire. Il y a des pistes, mais globalement, on est obligé de constater, et moi, ce qui me frappe, c'est la différence entre la virulence et le caractère un peu hyperbolique des débats, la dramatisation des débats, et la réalité que nous donne ce rapport, et aussi, et je reviens sur ce que disait Olivier, c'est-à-dire la manière dont les praticiens, les médecins nous disent, bah oui, c'est nécessaire, et ce serait bien pire s'il n'y avait pas cette AME, parce qu'évidemment, toute épidémie et autres pourrait se répandre dans notre pays. Donc, voilà, regardons les choses avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de circonspection. Avec Fabien Di Filippo qui est avec nous, député LR de la Moselle. On parle bien entendu de ces avancées et finalement ces adaptations dont parlait Patrick Stefanini. Vous savez, moi je suis assez furieux de la manière dont la gauche finalement a réussi à électriser ce débat et à le confisquer. Premièrement, je dirais que vous savez, si on met les choses un peu en perspective, au départ, l'AME couvrait l'ensemble des soins médicaux tels qu'ils existent dans notre pays. Et comme il y avait très peu de clandestins qui émargeaient à l'AME, eh bien cela ne posait pas de problème, ça ne se voyait pas. Déjà en 2011, il y a eu une remise en cause du panier de soins, notamment les cures et un certain nombre de choses qui ont été sorties, pour les raisons qu'on comprend aisément. Et il y avait déjà davantage de clandestins. Aujourd'hui, il y en a 2 fois plus bénéficiaires de l'AME qu'il y a 20 ans. Donc c'est légitime, encore plus, de se poser ces questions au-delà de la première question morale, qui est qu'une personne présente illégalement doit pouvoir se faire soigner gratuitement. Ça, déjà, c'est une question morale importante. Alors on dit c'est pour la sécurité des Français, je veux bien. L'un des intervenants vient de dire quand on est dans la clandestinité, dans la précarité, on ne pense pas à se faire recoller les oreilles. Soit. Mais donc, notre proposition, qui est de passer de l'AME à l'AMU, l'aide médicale d'urgence, elle vise pas à ne plus soigner les gens, elle vise à remettre en cause le panier de soins. Donc si ce n'est pas leur principale préoccupation, il n'y a aucun problème à sortir la rhinoplastie, l'anneau gastrique, la prothèse de l'épaule ou le recollement des oreilles du panier de soins, parce que le symbole est dévastateur. Ensuite, ce que j'aimerais dire et qui est très important, c'est qu'on n'a pas découvert l'AME, son contenu, ses bénéficiaires avec le rapport de messieurs Stefanini et Évin. Je suis désolé, c'est pas en quelques semaines qu'on a tout mis sur la table. Moi, je vous renvoie à des travaux bien ultérieurs. Une lettre rédigée en 2018 par la Société francophone de transplantation. Ils étaient préoccupés, je cite, par le nombre de prises en charge des réfugiés médicaux dans nos services de dialyse et leur inscription sur les listes de greffe. Et ils estimaient déjà nécessaire de saisir le Comité consultatif national d'éthique. Je reprends leurs mots. Depuis quelques années, nous constatons l'afflux de patients réfugiés d'Ukraine, de Géorgie, d'Albanie, etc., qui, amenés par des passeurs, donc on parle bien de filières d'immigration pour soins, arrivent dans nos services d'urgence en situation souvent
vraiment très précaires, nécessitant des dialyses immédiates et désirant rapidement s'inscrire sur nos listes de transplantation. Donc ces phénomènes-là d'immigration pour soins, ils existent. Et l'appel d'air, il existe. Et ensuite, le rapport prouve le contraire. Le rapport Stefanini et Vin, avec des arguments, des chiffres, prouve que ce que vous dites là n'est pas la réalité. Il n'y a pas d'appel d'air. Ils disent que ça les maintienne sur le pays, mais que ça ne les fait pas rentrer. Ils contestent cette idée-là. Oui. Voilà. Il y avait des arguments. Et encore une fois, ce ne sont pas deux personnalités, vous voyez, dont on peut croire qu'elles sont sur... contre-argument. Philippe Bilger. Monsieur le député, vous avez entendu une voix de gauche, mais elle peut être pertinente, j'en sais rien. Mais plus sérieusement, je vous interroge sur le plan de la philosophie politique qui est la vôtre et que je partage globalement. Quelle peut être la ligne directrice pour une droite à la fois réaliste et humaniste? Quelle est, à votre avis, la manière dont elle peut à la fois mettre en œuvre une rigueur nécessaire pour préserver le pays et en même temps satisfaire un devoir de générosité? Comment tracer le partage? On recolle une oreille, pas deux. Il n'y a pas de devoir de générosité, je n'aime pas cette expression. Il y a peut-être un devoir d'humanité. Ce que je veux dire, c'est que le problème tel que je l'ai décrit à la base, il se pose parce qu'il y a énormément de clandestins, des centaines de milliers, et qu'il y en a de plus en plus. Donc la première des réponses, c'est déjà effectivement de diminuer le nombre de clandestins, des personnes, quand elles sont déboutées du droit d'asile ou de leur demande de titre de séjour, elles doivent repartir rapidement. Ensuite, concernant le dispositif en lui-même, je l'ai dit, réduire le panier de soins, parce qu'il y a des choses dont la présence ne se justifie pas. Monsieur le parlementaire, est-ce que l'AME est un cavalier législatif dans le texte immigration? C'est-à-dire, est-ce que ce sujet, qui est un sujet sérieux, doit être traité avec un autre portage législatif? À mon sens, mais vous connaissez mon interprétation de la chose sur le rôle qu'il joue dans l'attractivité de notre pays pour l'immigration, je dirais que non. Et d'ailleurs, le Sénat ne l'a pas traité comme un cavalier législatif. Malheureusement, à l'Assemblée nationale, l'avis majoritaire est différent. Je veux dire que, vous savez, chaque année, on a l'occasion de débattre de l'AME, au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors malheureusement, en contexte de majorité relative, il passe en 49.3. Et chaque année, moi, depuis que je suis député, j'ai reposé, et d'autres collègues encore plus que moi, ont reposé ce sujet sur la table. Et j'aimerais vous donner un élément supplémentaire. Vous vous souvenez de Claude Goasguen, qui était député, malheureusement, paix à son âme, mon défunt collègue. Il me disait, Fabien, faut qu'on soit attentif à une chose, parce que quand on dit 1 milliard, ou nous on dit 1,2 milliard sur l'AME, ça ne tient pas compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant un temps, sont dans une situation régulière et donc sont à la CMU, avant de basculer dans la clandestinité, et elles restent inscrites à la CMU parce qu'on ne les désinscrit pas, alors que normalement, elles devraient être prises en charge à l'AME. Donc 0,4% des dépenses de santé. Allez, vous restez... Oui, et aujourd'hui, ça veut dire que le coût, il est bien plus important que ce dont on parle. Monsieur le député, restez avec nous, 0826 300 300. Guillaume des Hauts-de-Seine est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir à tous, merci beaucoup. Je dirais que sur l'AME, on se posait pas la question avant 1999, parce que c'est sous le, si je me trompe pas, sous le gouvernement Lionel Jospin que ça a été mis en place. La gauche plurielle. Alors, je vais vous faire une réponse en 4-5 points rapides. Et en introduction, je dirais simplement ça, là. Récemment, sur votre antenne, Charles Guève nous disait, on demande à ceux qui nous ont mis dans cette situation économique et sociale catastrophique de nous en sortir. Bon, 3 petits points de suspension. Donc, on demande aux mêmes de nous en sortir. Bon, pourquoi pas, soit. Alors, en quelques points, l'AME, ça date de 99. Avant, on se posait pas la question. On n'a plus d'argent. Plus de 3 300 milliards d'euros de dettes. On nous dit que les impôts vont augmenter. Le prix du tabac va augmenter là au 1er janvier, 12 euros pour un paquet de cigarettes contre à peu près 7 euros sur l'Allemagne. Les Vite, Guillaume, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs. Très rapidement. L'OQTF, si vous voulez, pour l'AME, si on a un OQTF, oui, ma réponse est oui. Il n'y a pas d'AME à donner. La réponse est dans la question, dans l'acronyme. Obligation de quitter le territoire français. Le problème, c'est qu'on n'applique pas les OQTF. Et quand on a plus d'argent, je terminerai juste
juste par ça. Dans une famille, on commence par soigner en priorité ses propres enfants. Et quand on en a un peu plus, on commence à soigner ceux des autres. Alors soit on nous dit qu'on n'a plus d'argent, et effectivement c'est vrai, et à ce moment-là, on soigne pas tout le monde, soit effectivement on a de l'argent, mais à ce moment-là, il faut pas nous demander d'augmenter les impôts et les charges sociales sur les entreprises, etc. Restez avec nous. Oui, Guillaume, 0826 300 300, direction Paris avec Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir les vrais voix, bonsoir les Philippe et bonsoir monsieur le député. Je rejoins tout à fait Guillaume, il m'a coupé l'herbe sous le pied. Au QTF, normalement la personne devrait plaider sur le territoire français. Donc il est évident que l'urgence doit être traitée, mais je parle bien d'urgence. On se casse une jambe, fracture ouverte, on va pas laisser la personne avec sa fracture ouverte en disant on s'en fout. Le sujet n'est pas là. D'ailleurs, j'ai une petite question juste toute simple. Est-ce qu'on a déclenché une aide médicale d'urgence pour soigner Philippe David suite à la perte du match de l'équipe de France de rugby? Non, mais là, c'est ta vie, là, c'est une thérapie de longue durée. J'en suis. Mais lui, il est au QTF de l'émission, normalement, mais il est toujours là. Je sais bien. Non, mais plus sérieusement, c'était juste la petite aparté, parce que je suis comme Philippe, et je vous avais déjà eu au téléphone à ce moment-là. En effet, quand on parle d'urgence, on parle d'urgence. Il est évident, et la France ne l'a jamais fait, et je pense qu'aucun pays au monde ne le ferait. C'est-à-dire que quelqu'un qui, même sur le plan illégal, est sur le territoire et doit être chassé du territoire, si la personne est blessée gravement ou nécessite une opération d'urgence, évidemment, ça va être fait. Mais comme dit Guillaume, on commence à soigner d'abord les siens, et quand il reste des sous, en effet, on s'occupe des autres. Olivier d'Artigol. Bon, d'abord, concernant la dimension rugbyistique, Philippe David va mieux, mais le chemin est encore long. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'une personne sous OQTF reste une personne humaine. Même si elle a commis des actes terroristes. Une personne sous OQTF qui a commis un acte terroriste, il faut qu'il quitte le territoire, à condition, parce que vous ne parlez jamais de ça, que le pays tiers, son pays d'origine, accepte de l'accueillir. Oui, mais parce que beaucoup d'échecs dans les OQTF tiennent aussi à cette dimension-là. Mais ce que je veux vous dire, dans le cas commun d'une personne qui n'est pas sur le profil que vous avez indiqué, qui est sous OQTF, reste une personne humaine. Si elle est malade, il faut les soigner. Et d'ailleurs, le procureur l'a dit tout à l'heure, les médecins disent même sans AME, on les soignerait. C'est le serment d'Hippocrate. Jean Garrigue. Non, mais que dire d'autre? Moi, j'ai l'impression qu'on se trompe de débat, parce qu'on revient à la question de la clandestinité et des OQTF. Ça, c'est un vrai débat. Et ce débat, malheureusement, ne pourra être résolu que par un dialogue avec les pays de départ. C'est ça la question. Là, on est en train de parler d'un devoir de soigner les gens, d'un devoir d'humanité. Et ça, on ne peut pas aller contre. Et d'ailleurs, tous les médecins le disent. Je reviens là-dessus. Alors, qu'il y ait des abus, qu'il y ait de la rhinoplastie, tout ce que vous... Moi, j'aimerais que le député nous évalue précisément ce que ça représente dans le budget de l'AME. Il nous reste 40 secondes avec vous, monsieur le député. Ça représente quoi, finalement? Je n'ai pas les chiffres, je peux pas dire les chiffres précis. Non, mais pour des raisons, vous voyez, médicalement, je suis pas en mesure. Mais ce serait intéressant. La rhinoplastie dont on nous bassine tous les jours, c'est un coût de combien? Ça doit exister, ça, on peut le calculer. Bien sûr, mais au-delà du coût, il y a la question du coût global et du principe. Est-ce que c'est juste, puis ou non, de prendre ce type de soins pour des personnes qui vont violer nos lois? Ça, c'est la question de base. On va demander, le gouvernement réfléchit à demander des franchises supplémentaires sur les actes médicaux pour tous les concitoyens, tous les contribuables. Alors, bien entendu, à ce moment-là, la question des économies, elle doit se poser pour tout le monde. Et il y a quelques années, il y a un an, il y avait un rapport de l'IGF-IGAS aussi sur l'AME, tout aussi intéressant que celui que vous évoquez ce soir, qui confortait, je cite, l'hypothèse d'une migration pour soins. Donc, à un moment donné, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On est dans un débat qui est très politique sur les questions migratoires, qui est très clivant sur les questions migratoires. Ça, c'est une certitude. Maintenant, en prenant un peu de recul, je veux dire, les efforts qu'on va demander à tous les Français pour les années qui viennent, surtout si le contexte économique se dégrade, comment vous estimez que pour des raisons
pseudo-humanitaires, on ne les demande pas sur des soins qui ne sont pas du tout urgents à des personnes qui sont présentes illégalement en France. Merci beaucoup, monsieur le député Fabien Di Filippo, député LR de la Moselle. Vous restez avec nous, on garde Guillaume pour le quiz de l'actu dans quelques il commence instants. très fort. Ouais. À tout de suite. Ils sont là. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. On voudrait demander, si possible, à Philippe Bilger d'arrêter d'acheter des chocobons. On vous le dit. Honnêtement, Philippe, ça va mal finir. Demain, je n'en apporte plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tous les jours vous apportez des chocobons, des pâtes de fruits. Je vais être obligé de changer ma garde-robe. Des fraises Tagada. En tout cas, on est ravis de vous retrouver avec Jean Garrigue aujourd'hui, Olivier D'Artigol, Philippe Bilger, bien entendu, et vos 0826 300 300. Et notre grand gagnant du jour, ou perdant, Guillaume des Hauts-de-Seine. Tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et mon cher Guillaume, vous êtes seul contre tout le monde, mais vous répondez en premier. Vous répondez en premier, mais répondez vite parce que je peux vous assurer que ça pousse au portillon derrière. Guillaume, écoutez bien. Question, qui c'est qui l'a dit à Jean-Luc Mélenchon? Ferme ta gueule. Dupond-Moretti. Non, tous les trois. Et même c'était moins un peu avant. Non, c'était pas Dupond-Moretti, c'était Gérard Larcher. Je me suis fait mal. Il a tellement crié que c'est cassé le corps vocal. Vous déclarez forfait, Olivier. J'adorerais que des élèves... Vous avez vu comment il a sauté? On aurait dit Zébulon qui sortait de sa boîte, Olivier D'Artigol. Des élèves puissent répondre comme ça à leur professeur. Moi, je sais. Allez, seconde question. Qui c'est qui l'a dit au sujet du propos de Gérard Larcher? Un président du Sénat ne devrait pas dire ça. J'aurais dit la même chose, Dupond-Moretti. Non. Bilger? Non. C'est Bompard. Non. Un président de commission au Sénat, à l'Assemblée nationale. De commission. Houlier. Bonne réponse, Sacha Houlier. Écoutez bien, mon cher Guillaume, qui c'est qui l'a dit au sujet des résultats de PISA? On sait ce qui tire. Moi, j'ai rien dit encore. J'ai rien dit. Non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est quoi? On sait ce qui tire vers le bas notre système scolaire, les inégalités sociales et scolaires. Or, les réponses du ministre constituent à refaire un tri social. Panot. Non, elle a été ministre. Elle a été ministre de l'Éducation. C'est moi. Attendez, il l'a dit Jean aussi. Merci Philippe. Non, Jean, il Non, moi j'ai dit Valo. Pas du tout. Najat Vallaud-Belkacem, c'est moi. Mais Vallaud, c'est Boris. Oh non, vous. Boris. C'est Boris. Non, mais vous allez dire autre chose. Mais c'est pas possible. 2-1. Non. Je mets un point à tout le monde. Merci. Allez, un point à tout le monde, mais c'est pas possible. C'est un scandale. Qui l'a dit? Toujours sur PISA. Les inégalités sociales se muent beaucoup trop en inégalités scolaires. La réponse, c'est de sortir d'une forme d'uniformisation. C'est la fin du collège uniforme. Guillaume, vous avez la réponse. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Carole Grandjean? Non, bonne réponse, il a été plus rapide. Il fait le clown à moins 20. Mais ça rend fou. Il est interdit de se moquer de ses camarades. Sachez-le. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Guillaume. Les performances des élèves dépendent beaucoup plus des disparités sociales, de l'état des familles et du système scolaire en lui-même. Vous pouvez avoir un système scolaire excellent avec de très mauvais résultats PISA. Un ancien ministre de l'Éducation, mais là c'est un homme. Blanquer. C'est quelqu'un des LR. Oui, pas un loup. C'est un philosophe. Il a été plus rapide. C'est moi encore. On ne vous a pas entendu. Et de toute façon, il y a une injustice dans ce truc-là. C'est que Olivier, tout près de Philippe. Merci Philippe. Mais tout à l'heure, c'était moi aussi. Mais ils sont fous. Alors attendez, la dernière. La dernière, allez, qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration? C'est un texte de mesurette, un texte laxiste. C'est Rotaillot, bonne réponse de Philippe Bilger. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai demandé à Cécile de mettre Rotaillot tous les soirs. Il y a la ligne directe, évidemment. 4-3-3, 4 Olivier D'Artigol, 3 Jean Garrigue, 3 Philippe Bilger, et vous êtes fatigué. Comment il a 4? Merci à mes soutiens, mais parce que 4 points. Non, merci. Attendez. Guillaume. À la semaine prochaine, mes amis. Comment il peut? C'est un scandale. Le cartel des noms
proteste. Merci beaucoup Guillaume d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup de votre bonne humeur. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un asile, Si, absolument. C'est qui l'a dit? Et j'ai du mal, taisez-vous 2 secondes. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec Philippe Bilger, on parle de quoi? Le charme entre guillemets Gabriel Attal. Avec vous, Jean Garrigue. On va parler des classes de prépa qui ont été supprimées. Allez, Olivier d'Artigol. Notre futur politique, tout est possible. Ben, détendez-vous. Tout de suite, les vraies voix jusqu'à 19h. Bienvenue sur Sud Radio. Chers amis, bienvenue dans les vraies voix. Si vous avez raté le quiz de l'actu, j'ai envie de vous dire, ça n'est pas un bon exemple. Si les enfants écoutaient, vu ce que font les adultes de leur savoir. Philippe Bilger est avec nous. Non. Et ça va. Hein. Équité dans la médiocrité. Oui. Moi, je dirais plutôt Jean Garrigue et Olivier d'Artigol. Ils sont de votre côté. En tout cas, la bienvenue. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver. Tout de suite, le Top Click avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu, en tête des sujets les plus commentés ce soir, on trouve Larcher et Ferme ta gueule. La phrase du président du Sénat provoque énormément de réactions et de débats. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup Gérard Larcher. Ah bah oui, merci. Et suite à cette injonction lâchée ce matin chez nos confrères d'RTL par le président du Sénat, la France Insoumise s'indigne. À l'image du député Gabriel Amar, soutien inconditionnel face à la caste des violents qui ne dit rien lorsque Gérard Larcher insulte vulgairement Jean-Luc Mélenchon. En Macronie, insulter un insoumis est aussi répandu qu'un 49.3, écrit-il. Sa collègue Clémence Guettet renchérit. Quand Jean-Luc Mélenchon ose critiquer une journaliste, pluie d'indignation scandalisée. Quand Larcher insulte Mélenchon, on salue son franc-parler. Alors effectivement, beaucoup d'autres saluent la formule du président du Sénat sur le thème « Il dit tout haut ce que tout le monde pense ». C'est le propos d'Yves Azerwal qui écrit « Merci Gérard Larcher d'avoir su trouver les mots justes » et d'ajouter cette citation « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément ». D'autres se rappellent qu'il y a des précédents quand même en matière de gros mots et de politique, du « casse-toi pauvre con » de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron qui avait très envie d'emmerder les non-vaccinés. Et puis à propos de ce verbe, on pourrait aussi ajouter évidemment la fameuse phrase attribuée à Georges Pompidou sur le fait de ne pas emmerder les Français. Une réaction, c'était en privé, arrêtez d'emmerder les Français. Hein. Philippe Bilger. Et puis à l'époque, il y a eu parfois des grossièretés, mais elles ne venaient pas naturellement. Je veux dire, aujourd'hui, on est parfois surpris que la vulgarité soit consubstantielle au langage qu'on a. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Clémence Guettet de comparer le tweet de Jean-Luc Mélenchon à... Non, c'est même, on est aux limites de l'ignoble là, parce que... oui, c'est au moins une réponse. Vous avez totalement raison, Cécile. C'est quand même un peu drôle de voir la France Insoumise donner des leçons de respectabilité et de beau langage, franchement. Alors que Mélenchon maîtrise parfaitement l'oralité quand il veut. Quand il veut. Allez, autre sujet en top tendance, GTA. Avec le retour annoncé de la nouvelle version du jeu vidéo mythique attendu depuis des années, des voitures, des armes, la vidéo a battu tous les records en 24 heures. Et puis dans les tendances, on trouve aussi Saint-Nicolas, tiens, bonne Saint-Nicolas, tous les enfants sages du Nord, de l'Est et du Nord-Est, écrit Maître Eolas. Alors reste à savoir si les enfants sages et ceux qui jouent à GTA, ce sont les mêmes. Ça, je vous laisse juger. Pas que la GPA était Et moi, il y a une chose qui ne buzz pas, merci Félix, et je ne comprends pas qu'elle ne buzz pas plus. Je l'ai découverte sur Twitter. La chose se passe aux États-Unis, où des patrons d'universités, pas n'importe lesquels, comme MIT, Penn ou Harvard, sont interrogés par la membre de la Chambre des représentants républicaine de New York, Elise Stefanik, pour savoir si, accrochez-vous bien, appeler au génocide des Juifs est une violation du règlement de leur université. Oui, vous avez bien entendu. Réponse embarrassée, c'est le moins qu'on puisse dire, désintéressée, dont la plus incroyable est « ça dépend du contexte ». Oui, vous avez bien entendu. Alors, ainsi, appeler à rouvrir Auschwitz et Treblinka, ce ne serait pas si grave que cela outre-Atlantique, tout dépendant du contexte. Et remettre les Juifs dans des ghettos, ça ne serait pas si grave que ça, tout dépendant du contexte. Et leur refaire porter l'étoile jaune, ça ne serait peut-être pas non plus si grave que ça, tout dépendant du contexte. Et finalement, pour les mêmes, le pogrom du 7 octobre doit probablement s'expliquer, voire même s'excuser, vu le contexte au Proche-Orient. Et pour les mêmes, si on leur proposait de baptiser une rue Adolf Hitler, il y a fort à parier qu'ils répondraient « Tout dépend où ? Ça dépend du contexte ». Vous êtes d'accord, Jean Garrigue ? Honnêtement, j'ai été comme vous choqué par cette information, mais
pas finalement si surpris que ça, étant donné ce qui est en train d'arriver dans les universités américaines, au-delà même de la culture woke, de la déconstruction, de l'intersectionnalité, sur lesquelles on peut d'ailleurs parfois discuter. Là, il y a quand même quelque chose, il y a un déni de réalité qui est quand même très inquiétant. On est quand même dans une grande démocratie, en principe, et voir des intellectuels comme ça qui se laissent aller à cette dérive, ça, c'est vraiment choquant. Ouais. C'était où, à Harvard? C'était une représentante de la Chambre des représentants républicaine de l'État de New York qui interviewait des responsables, comme l'a dit Cécile, de MIT, Harvard, Pennsylvania, etc. Oui. Parce qu'à Harvard, il y a eu un entretien très intéressant dans le Figaro il y a 15 jours, où le professeur disait il n'y a pas eu un conservateur à Harvard depuis 30 ans. Autrement dit, ça montre la tonalité générale. Olivier D'Artigol. La vidéo tourne beaucoup et à juste titre, elle est indigne. Elle a même été sous-titrée en français. Oui. Je suis d'accord avec le billet et avec l'analyse de Jean. Bon, mais le tout est de savoir comment ce phénomène-là ne vient pas se répandre chez nous et envahir certains campus. Merci beaucoup Philippe David. Et dans un instant, le grand sapin de Noël, Sud Radio. Et ben c'est maintenant. C'est le moment de jouer pour tenter de remporter un cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous allez peut-être gagner, alors par exemple, une enceinte design et des connectés de la marque française Lexon, un livre exceptionnel, les collectors, les gueules de rugby ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Sud Radio. Pour gagner, c'est facile. Vous devez composer ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, le 0826 300 300. Et tiens, Olivier D'Artigol, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 25. 32. 12. Vous êtes sûr? Oui. C'est le 12e appel au standard qui peut-être pourra remporter l'un de ces magnifiques cadeaux. Tentez votre chance, 0826 300 300. Vous restez avec nous, on revient dans un instant pour le tour de table de l'actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et dans cette joyeuse équipe, aujourd'hui, Jean Garrigue est avec nous. Et ça va, Jean Garrigue? Ça va bien, et vous-même? Oui, ça va. Ça va, vous Jour magnifique. La triche, tout ça, non, ça c'est pas sa crèmerie. Alors là, Jean Garrigue, c'est l'honnêteté incarnée. Merci Philippe. Et ce livre, Les jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, comment ça fonctionne? Ça fonctionne bien, je crois. Ça pourrait mieux fonctionner si les journalistes s'en occupaient un tout petit peu plus. Écoutez, alors c'est pas faute de le dire. C'est pas faute de vous en occuper, mais je suis un peu déçu parce que je tiens beaucoup à ce livre par les temps qui courent, qui donne le moral, qui est un cadeau idéal pour Noël en fait. Absolument. J'ai un livre qui va être la suite. Les vraies voix. Le qui c'est qui l'a dit quand les vraies voix trichent ensemble. Vous allez voir la préface de Philippe Bilger. C'est pas mal non plus. Écoutez, vous savez quoi? La prochaine fois que vous viendrez, je propose qu'on l'offre à l'antenne. Avec grand plaisir. Voilà, non mais c'est important. Dédicacé. Vous savez quoi? Plaisir. Avant la fin de l'émission, on va l'offrir à l'antenne. On va faire un jeu exprès, on va l'offrir à l'antenne. Mais à quel titre il bénéficierait de ce privilège? Parce que peut-être que c'est moi qui vais appeler. Olivier D'Artigol est avec nous et Philippe Bilger est avec nous. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et c'est l'électrochoc proposé par Gabriel Attal pour remonter le niveau de l'éducation en France qui vous fait réagir, Philippe Bilger. En particulier, je vais être un peu plus complexe que ça, mais dans les vraies voix, je n'ai pas trop de mal à introduire de la complexité, contrairement à d'autres émissions ailleurs. Là, en fait, il faut bien voir d'ailleurs d'abord qu'il succède à un ministre qui avait été médiocre et je suis gentil. Vous parlez de Papendiaï. Voilà, Gabriel Attal, depuis qu'il a pris en main l'éducation nationale, donne la certitude d'une action et d'une mobilité intellectuelle et politique absolue. Tous les jours, il annonce des changements qui vont dans le sens de la pensée conservatrice qui m'habite, et donc forcément, comme je la partage, je la trouve excellente, cette politique. Troisième élément, c'est quelque chose sur quoi j'insiste, au-delà de la politique. Je trouve que ce ministre a une sorte d'aura, de charme, qui n'est pas négligeable dans l'espace politique et médiatique. Au fond, et je pense à ce coup de cœur, parce que hier, j'ai entendu une multitude de gens me dire
il sera évidemment président de la République un jour. Et ça n'est pas neutre d'avoir un ministre qui diffuse quelque chose qui dépasse très largement la conviction politique et qui relève presque d'une forme de grâce. Olivier d'Artigol, pour commenter la pensée complexe de Philippe Bilger, mais ô combien brillante. Non, mais la démonstration est faite avec ce qui se passe rue de Grenelle avec Attal depuis sa nomination, c'est qu'il peut y avoir un retour spectaculaire de la politique dans le macronisme, alors que Emmanuel Macron, en début de premier quinquennat, avait dit « soyez fiers d'être des amateurs ». Il ne l'est absolument pas. D'ailleurs, la preuve, nous n'avons presque pas parlé du contenu du rapport PISA, puisque nous avons tous été occupés à évoquer, à discuter les mesures présentées dans la foulée par Gabriel Attal. En termes de timing politique, c'est d'une extrême habileté. Jean Garrigue. Pour une fois, ce que viennent de dire mes deux partenaires est très très juste. Je n'en retrancherai pas un mot, si ce n'est pour dire que ce que Philippe appelle conservateur, c'est tout simplement républicain. Et ce qui m'a séduit dans les premières mesures de Gabriel Attal, c'est qu'il a retrouvé le sens de ce qu'est une école républicaine, ce qu'avait un tout petit peu oublié son prédécesseur. Et en cela, moi, je trouve qu'il a tout à fait raison. Et effectivement, ça dénote un sens politique qui est tout à fait encourageant pour la suite de sa carrière, que je lui souhaite longue et prospère. Avec des angles morts, quand même. Il n'a pas évoqué la crise du recrutement. Je prends souvent cet exemple. Aujourd'hui, un prof dans le secondaire commence à 1,4 SMIC, ce qui est absolument pas acceptable. Surtout un bac plus 5 et plus. Il y a un gros problème sur la formation des enseignants, d'autant plus que le niveau de recrutement baisse en termes de qualité. Et puis, il y aurait bien sûr des discussions à avoir sur certaines mesures qui ont été annoncées. Ce qui m'inquiète, et on a le temps encore, c'est que votre distinction, Jean, entre la République et la pensée conservatrice me paraît un peu dangereuse dans la mesure où la République ne garantirait pas forcément le succès des meilleurs comme la pensée conservatrice le souhaite. L'esprit de la République, c'est la méritocratie républicaine. Au contraire, d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Absolument. À force de ne pas laisser les médiocres sur le bord du chemin, elle noirait les meilleurs. C'est une conception démagogique de la République. Élitiste. Olivier d'Artigol, puisqu'on parlait de Gabriel Attal et de son côté présidentiable, peut-être, selon vous, la fin de règne d'Emmanuel Macron peut laisser place à toutes les audaces. C'est peut-être ça le moment. Comme j'ai proposé 2 ou 3 autres sujets, mais qui n'ont pas été retenus, je me rabattis sur ma dernière pensée de la journée. C'est une revendication ? Non, du tout. Non, mais l'idée, c'est qu'on porte souvent un regard assez pessimiste, assez noir du paysage politique. Or, il se passe des choses très intéressantes en termes de décomposition, recomposition. Ça va d'abord se passer puisque le jeune président, en 2017, ne peut plus se représenter après 2 mandats. On voit très bien qu'il y a des lignes de fracture au sein même de la Macronie et que, on le voit sur le texte immigration, la poutre va continuer à travailler, comme disait l'autre, concernant cet espace central. La NUPS est morte. Le leadership, l'autorité de Jean-Luc Mélenchon, d'après moi, vu ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, il pourrait ne pas s'en relever. Et certains talents émergent dans les sensibilités de gauche, je ne les cite pas, mais il y en a certains, il n'y a qu'à voir les enquêtes d'opinion, qui commencent à faire leur petit bout de chemin. Il se passe des choses passionnantes à suivre dans la famille de la droite, où on voit en effet à la fois une crise de leadership, mais quand même des personnalités politiques. Je peux pas en citer une, sinon on me reprocherait de ne pas en citer d'autres, mais on a reçu Monsieur Lisnard au Salon des Maires et il m'a fait belle impression sur la manière dont il pouvait porter un certain nombre de sujets. Bref, il y a le futur politique n'est pas écrit. Le jeu est très ouvert. Et bon, moi j'ai la passion de la politique, mais ça peut donner des choses intéressantes dans la période qui vient. Alors en fait, vous êtes réellement passionnant, Olivier, quand on vous prive du sujet que vous avez initié. Jean Garrigue. Jean Garrigue, après tout ce que... Je coupe tous mes effets, mais parce que je voulais au contraire aller dans le sens de ce que disait Olivier. Le jeu politique d'aujourd'hui, en France, il est bloqué.
avec ces deux extrêmes et cet espace central, cette nébuleuse centrale qui ne peut pas produire de la politique. Il faut absolument que renaissent les deux forces traditionnelle d'ailleurs de l'espace politique français. D'un côté, une gauche social-démocrate pragmatique de gouvernement et de l'autre, une droite libérale conforme à ses principes, libérale et conservatrice, elle aussi de gouvernement. Si on ne revient pas à la recréation de ces familles-là, on restera dans le blocage. Oui, mais on a le temps là, Cécile? Oui. Encore une... Non, c'est pas du tout la même idée que celle d'Olivier, je regrette. Vous dites que le jeu est bloqué, lui, je trouve que sa notion de jeu ouvert est beaucoup plus juste. Même aujourd'hui, même avec les extrêmes. Mais absolument aucune contradiction avec moi, puisque précisément, je considère que ce qui est en train de se passer dans l'espace de gauche, comme d'ailleurs dans l'espace de droite, nous ouvre cette perspective. Donc je suis à 100% d'accord avec Olivier. Vous m'avez mal compris, cher Philippe. Oui, sûrement. Mais il me semblait que peut-être... Non, c'était complémentaire. À partir du moment où Olivier est approuvé, il n'y a pas de problème. Allez, les amis, on fait une petite pause parce que une pause financière importante. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. Mais on a le gagnant. On a le gagnant ou pas? Et oui. On n'a pas le gagnant tout de suite. Si, on l'a. Ah non. D'accord, d'accord. Bah écoutez, je n'ai pas compris. Ok, 0826 300 300, ce numéro de téléphone a sonné. C'était lequel numéro? Vous avez dit quoi comme chiffre, Olivier D'Artigol? 12e appel au standard. Le sapin de Noël, donc c'est maintenant. Vous allez pouvoir découvrir votre cadeau. Maïté est avec nous de Bordeaux. Bonsoir Maïté. Bonsoir Maïté. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes bien la 12e au standard? Ben oui. Vous avez des preuves? Oui. non, justement, j'ai pas de preuves. Je témoigne en votre faveur, Maïté. Oui, on témoigne. Alors, on va écouter ce que vous avez gagné, si vous avez gagné. Et je crois, Maïté... Vous êtes assise, Maïté, ou pas? Oui. Alors, écoutez bien ce que vous avez gagné. Vous avez gagné un séjour d'une semaine, 7 nuits... pour 4 personnes dans l'une des résidences Odalis Vacances en France. Des hôtels tout confort à la montagne ou à la mer ou à la campagne ou en pleine nature. Des emplacements privilégiés, des appartements spacieux, une adresse tout confort à la montagne, à la mer. Et on est très heureux de pouvoir vous l'offrir grâce bien entendu à notre partenaire Odalis et grâce à Sud Radio. Super. Le mois de décembre commence bien, Maïté. Et ouais. Ah oui, je suis ravie. Je suis ravie, merci beaucoup. Vous êtes partie en vacances quand la dernière fois? C'était il y a plus d'un an parce que j'étais malade, donc j'ai pas pu partir en vacances. Voilà. Et ben voilà. Là, vous allez passer une semaine de vacances. Et Olivier D'Artigol est très content parce qu'il a donné le bon comme il y a numéro. 4 chambres, je vais venir. Si vous voulez qu'on vous arrange, on pensait tous venir. On vient même faire un qui c'est qui l'a dit chez vous. Vous voyez, là, ça va mettre de l'ambiance. Passer de belles vacances. Oui, bonnes vacances. C'est avec plaisir, vous pouvez venir. Le problème, c'est que... Éliminer Philippe David. de vacances de plaisir, ça va être un bagne si je vous les envoie. Non, je crois pas, ça va être super sympa. Et vous allez partir avec vos enfants? Oui. Absolument. Vous nous enverrez une petite... et vos petits-enfants. Vous nous enverrez une belle carte postale. On est très heureux pour vous, Maïté. On vous fait des gros bisous. Et bonne fête. Bonne fête. Merci beaucoup. On vous embrasse. Bonne fête à vous aussi. Et bonne fête. À très bientôt. Vous restez avec nous. La suite des vraies voix. C'est dans un instant avec le tour de l'actu des vraies voix, mais surtout de Jean Garrigue. À tout de suite. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous pour nous accompagner, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Jean Garrigue. C'était le tour de table de l'actu des vraies voix. Et votre actu ce soir, un sujet qui est important pour vous. Jean Garrigue, le rectorat annonce la fermeture de plusieurs classes préparatoires. Alors j'ai dit tout à l'heure tout le bien que je pensais de Gabriel Attal. Là, je vais être obligé d'en dire un petit peu de mal, même si je suis pas sûr que les décisions, et je suis même sûr d'ailleurs que les décisions avaient été prises avant son arrivée au ministère. Mais il est vrai que depuis 2 ou 3 ans, se multiplient les fermetures de classes préparatoires, notamment littéraires. Mais pas seulement, mais notamment littéraires. Et que là, notamment au lycée Chaptal, où j'ai moi-même été étudiant en classe préparatoire. Encore plus scandaleux. Mais c'est encore plus scandaleux. Et au lycée Lamartine, sont
supprimer des classes. Il y a donc eu une manifestation cet après-midi où j'ai vu énormément de jeunes comme ça, bon, qui demandaient tous la démission de Gabriel Attal, évidemment, mais plus grave, ces fameuses classes préparatoires ont mauvaise presse depuis quelques années parce qu'on les considère comme des pépinières élitistes, etc. Alors que je considère au contraire qu'elles sont très souvent des sas, des tremplins d'ascension sociale, que leur recrutement d'ailleurs vient très souvent de catégories populaires assez défavorisées, qui bénéficient de bourses et surtout qui travaillent à créer ce qu'on pourrait appeler la méritocratie républicaine, des formes d'élite républicaine, mais qui entraînent les autres derrière. Vous voyez, c'est un système public. Alors on me dira, oui, ça prend un peu d'argent à l'université, etc. Mais il y a des passerelles sans arrêt entre l'université et ces classes préparatoires. Et je le répète, ce sont quand même des filières d'excellence. Et dans la période qui est la nôtre, je pense qu'on a besoin de préserver ces filières d'excellence parce que précisément, elles sont le moteur de cette méritocratie républicaine. Donc je suis quand même triste que pour des raisons comptables et pour des économies qui finalement sont pas très importantes, mais on sacrifie ce type d'exemples que sont ces classes. Alors là, totalement d'accord avec vous, Jean, c'est fondamental de garder ces classes, elles sont pour la culture, pour la formation, pour l'esprit lui-même. Exactement. Et quels sont les critères de suppression ? Ce sont des critères, d'après ce que je compris, qui sont purement financiers, c'est-à-dire sur le recrutement qui serait insuffisant, sauf que les enseignants vous disent que les classes sont, et que la demande est très forte, et qu'on a des classes de 45 élèves. Hein, donc c'est-à-dire que, franchement, il y a vraiment de la demande, et de plus en plus un recrutement dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les quartiers, par exemple, avec des élèves qui viennent vraiment de catégories défavorisées. Donc moi, je ne vois vraiment pas les raisons de supprimer ces classes. L'ancien prof Olivier D'Artigol. C'est la double peine. Déjà que malheureusement les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales, ce qui est un vrai problème pour notre système éducatif. Si en plus on supprime les espaces, les structures qui dans l'imaginaire collectif, ça fait partie de ma génération, vécu comme ça, accéder à ces classes, quand on est issu d'une classe populaire assez prépa, dans le champ républicain de l'école de la République, c'était quelque chose de formidable à atteindre. Merci beaucoup les garçons, et puisqu'on est dans le moment des cadeaux, les jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, ça parle de quoi, Jean Garrigue ? Ça parle de ces moments, depuis la Révolution française, où les Français, qu'on dit aujourd'hui querelleurs, divisés, fracturés, ont su se retrouver ensemble, non seulement pour chanter, pour fêter, mais pour ensemble rêver d'un avenir en commun. Et toutes ces périodes-là, tous ces moments-là, jalonnent notre histoire. Que ça soit la Révolution de 1848, la fête de la fraternité, les débuts de la Troisième République, le Front populaire, les lendemains de la Libération, le retour du général de Gaulle, à chaque fois, souvent autour de personnalités charismatiques, il faut bien le dire, eh bien, on a su se retrouver ensemble, rêver, recréer quelque chose, toujours dans le fil conducteur d'ailleurs de la République, mais quelque chose qui nous entraînait en avant. Et moi, je trouve que ça, on l'a perdu et qu'il faut essayer de le retrouver aujourd'hui. Et c'est donc un livre heureux et happy, les jours heureux. Et quand les Français rêvaient ensemble chez Payot 2023, et ben vous savez, on va vous l'offrir tout de suite. Allez, 0826 300 300 pour remporter ce joli cadeau de Jean Garrigue, et on le fera dédicacer par Jean Garrigue avant de vous l'envoyer. C'est le premier appel au standard. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chaque jour, on est ravis de vous accueillir forcément pour vous donner la parole et sur les sujets qui sont les vôtres. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. Bien entendu, Aude vous attend et vous permettra à n'importe quel moment du débat de vous donner la parole. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est un village sous les feux des projecteurs depuis plus de 2 semaines à Crépol. 530 habitants dans la Drôme, du nom des protagonistes aux circonstances du drame. Les informations sortent au compte-gouttes, les interprétations hâtives, les récupérations politiques en dépit des appels à la prudence du procureur de Valence vont bon train et provoquent de vifs commentaires et échanges entre journalistes et réseaux sociaux, Philippe. Oui, d'ailleurs, parlons vrai, est-ce qu'on n'est pas en train de dire un peu tout et n'importe quoi ? Puisqu'on peut dire que le ton est quand même monté assez fort entre certains journalistes et pas seulement sur les réseaux sociaux. Tiens, on écoute Pascal Praud de CNews. Le système, le fameux système, commence à réécrire Crépol.
Le système est composé de politiques, éditorialistes, intellectuels, artistes, personnalités. Le système, insidieusement, sournoisement, faussement peut-être, met en place les nouveaux éléments pour expliquer que la mort de Thomas n'est pas celle qu'on a racontée. Et d'où cette question, #Crépol, est-on dans une manipulation de l'information, quelle que soit la tendance? Appelez-nous pour donner votre avis au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites oui à 93% sur Twitter. Philippe Bilger, on a eu envie de faire ce sujet avec Philippe David, parce qu'effectivement, beaucoup d'informations, de désinformations entre certains journalistes, qu'ils soient de la presse écrite ou de la télévision ou de la radio, tout le monde y donne de sa petite information, et finalement, j'ai l'impression qu'on ne comprend plus rien et on ne sait plus vraiment où on en est. Vous avez raison, Cécile et Philippe. Ce que Pascal Praud appelle le système, je dirais que c'est plutôt de la part de certains clans une volonté de mutiler le réel, parce que le prendre dans sa plénitude serait insupportable par rapport à l'idéologie de chacun. Mais en ce qui me concerne, et pardon, là je me jette des fleurs de manière un peu gratuite, je n'ai jamais été gêné au fil des jours par la version initiale de Crépol qui s'enrichissait d'éléments qui ne demandent pas la gravité de la mort de Thomas, mais qui expliquent un certain nombre de données qui permettent peut-être de mieux mesurer les responsabilités. Et contrairement à ce que je reçois sur Twitter, par exemple, je n'ai jamais contesté que la mort de Thomas fut un drame, une tragédie, un crime, mais simplement parce que j'ai dit, il ne venait pas, même armé de couteau, en ayant l'intention de tuer au moment où ils ont... Le simple fait de dire ça me fait passer pour un laxiste qui est absurde. Donc tout ce qui se passe maintenant, et notamment l'enquête du Parisien, même si elle est peut-être fondée surtout sur l'opinion des mises en cause, elle est très intéressante et elle ajoute à notre savoir. Sur de très nombreuses actualités, et notamment lorsque nous sommes confrontés à un drame, beaucoup de personnes de différentes sensibilités ont tendance à aller chercher des informations en les sélectionnant qui vont les conforter dans leur biais, ou idéologique, ou politique, ou leur sensibilité. C'est difficile de penser contre soi-même. C'est un exercice qui demande parfois du courage. Ce qui est insupportable dans l'affaire de Crépol, et j'ai vécu ça dans d'autres lieux médiatiques, c'est que quand on suit de près le travail extraordinaire de la gendarmerie, qui fait le récit de ce qui s'est passé avec un travail d'enquête, quand on y rentre de la complexité, ou tout au moins des informations complémentaires, ça n'est en rien et qu'on les énonce, ça n'est en rien pour nous le fait d'affaiblir le drame, l'absolue horreur de la mort de cet adolescent. Et au final, certains avaient des couteaux et d'autres n'en avaient pas. Mais ça ne nous exonère pas d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais on le fait parfois dans des climats qui ne facilitent pas toujours cet exercice. Jean Garrigue. Oui, moi je me situerais à l'inverse, exactement à l'inverse de ce que nous dit Pascal Praud. C'est-à-dire que je considère qu'au contraire, il est très salutaire que peu à peu, la complexité d'un événement comme celui-là, avec tous les éléments de violence, de décivilité, y compris de racisme qu'on peut y trouver, que tous ces éléments peu à peu s'agrègent pour définir une vérité complexe. Et se plaindre de cette complexité, c'est nier le réel. Parce que la plupart des sujets, et notamment ceux qui font violence, et ça, Philippe Bilger, dont ça a été le métier, le connaît bien mieux que moi, tous ces faits sont d'une très grande complexité dans leur motivation comme dans leur déroulement. Donc moi, je me réjouis précisément que des informations nouvelles arrivent. Il faut à chaque fois les prendre avec beaucoup de pincettes. C'est d'ailleurs le métier des historiens comme des journalistes, les prendre avec des pincettes, les confronter, et de là peut-être surgira la vérité la plus proche de ce qui s'est passé. Voilà. Mais
C'est vrai que nous n'avons pas de gens pour répondre non pas à votre critique, mais à votre remarque. Il faut ce que laissait entendre Pascal Praud sous le contrôle d'Olivier tout de même, c'est que certains, en lisant l'article du Parisien, par exemple, ont éprouvé une sorte de voluptueux soulagement en disant ça montre que ça n'est pas seulement les blancs, les salbians qui ont été les mêmes ciblés. qui disaient le terroriste de samedi s'appelle Armand, c'était limite un soulagement en lisant certains commentaires. Et qu'au contraire, le fait de dire que peut-être certains avaient voulu se payer des bougnoules, comme on dit, ça leur faisait presque plaisir parce que ça répartissait un peu les responsabilités. C'était ce dont il avait l'impression. Oui, je comprends ça tout à fait, mais ça nous renvoie à la nécessité à chaque fois d'avoir cette distance, une distance que d'ailleurs nos responsables politiques ne prennent pas suffisamment, et là on peut parler de manipulation d'un côté comme de l'autre, mais ça nous renvoie à la précaution qu'il faut avoir toujours par rapport à ces informations, à ce que nous livrent les journalistes ou autres. Il y a toujours une vérité qui est complexe. Alors, soyons toujours prudents et franchement, on a vu dans cette crise-là, sur cet événement-là, comment certains journalistes, certains politiques se sont précipités et je pense qu'on n'en tire jamais grand. Ceux qui ont dit dès le début, c'est la France des cités contre la France des clichés, des clochers, pardon. Et c'est une expédition punitive. Et voilà ce qui s'est passé. On tirait d'un côté. C'est ça. Comme d'autres ont tiré de l'autre côté en disant c'est une rixe, c'est une bagarre comme il y en a tellement, et ça s'est mal terminé. Comme s'il y avait deux clans constitués. Donc les deux ont essayé de tirer. Là. Et là-dessus, nous, il faut, et tous les citoyens doivent faire ce travail-là, aller à l'information, construire son propre discernement. Mais définitivement, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Mais est-ce que vous, pardon Philippe Bilger, est-ce que vous pouvez comprendre, outre les origines, les noms, tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui ont participé aussi à ce fantasme d'un peu tout le monde, est-ce que vous pouvez comprendre que certains ne comprennent pas qu'on aille à des soirées avec des couteaux de 25 cm Et c'est dans cela où certains se disent, tiens, c'est une opération punitive, c'est-à-dire qu'ils sortent avec des couteaux et ils veulent en découdre. C'est ça, ça n'a rien à voir avec l'origine. Au final, après mais malheureusement, Cécile, d'abord, le scandale, c'est de porter des couteaux, mais je ne crois même pas qu'on puisse dire qu'ils veulent en découdre. C'est très difficile. Excusez-moi, quand on se balade avec un couteau, c'est pas pour le bien des gens. Mais ça devient presque, malheureusement, chez certains jeunes, une habitude, j'allais dire, culturelle. Ils ne veulent pas forcément... C'est tout à fait nul de faire ça. Et deuxième élément, il y a autre chose qui rejoint le débat intellectuel d'aujourd'hui. Quand moi je croyais que c'était une expédition punitive, je n'ai eu aucun mal, 3 jours plus tard, à dire je me suis trompé apparemment. C'est vrai. Non, j'ajouterais quand même que, alors c'est l'historien qui est 2 secondes qui reprend la parole, c'est que c'est ce type de rixe, de bagarre, y compris à l'arme blanche, c'est des choses qu'on a dans l'histoire de la jeunesse française ou internationale qui ont très souvent existé. Et je me souviens qu'étant un jeune garçon dans le sud-ouest, dans la région de Toulouse, où avaient lieu des bals du samedi soir, on me parlait presque chaque semaine d'attaques à coups de couteau de cette manière. Alors, qu'il y ait une spécificité de ce qui s'est passé, moi, évidemment, et c'est ça qui est intéressant, de creuser les choses, mais là aussi, relativisons un tout petit peu ce qui s'est passé, parce que, je le répète, il y a une histoire de ce type d'incident. Allez, 0826 300 300, direction Castel-Sarrazin avec Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, justement, je voulais revenir. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, avec ce qui s'est passé, c'est très grave. Mais je trouve qu'à un moment donné, ça a pris une ampleur politique sans avoir, je sais pas, déjà l'enquête et que le procureur parle, qu'il y ait une enquête. Alors, de suite, chacun s'en est préoccupé en disant il a dit sale blanc. Là, presque effectivement, on a senti une jouissance en disant oui, mais ils ont dit sale bougnoule. Voilà, ça en finit pas. Et
moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire et qui m'a fait un peu mal, c'est parce que moi, je suis née à Montpellier-la-Paillade, donc je suis née en cité, et j'ai choisi des études agricoles et je suis agricultrice et j'habite, donc je suis paysanne, on va dire, j'ai des vaches. Et quand j'ai entendu le ministre de la Justice, quand il a parlé, qui voulait, et à la fin quand même il disait écho, effectivement, j'ai compris à la fin quand il voulait expliquer l'écho entre les dires donc de Marine Le Pen, le RN qui faisait écho en fait avec la LFI, moi j'ai eu mal parce que je me suis dit mais moi j'ai jamais connu ça, enfin on s'est disputé mais on parlait pas de tout ça, de blanc, de noir, de tout ça, et j'ai 50 ans, hein, voilà. C'est vrai, voilà. Donc pour les gens de plus de 50 ans, ce que vous dites c'est tout à fait vrai. Et après effectivement les villages dans les bagarres, parce que moi j'habitais donc à la Baïa, il y a des petits villages comme Pignan, tout ça, il y avait toujours effectivement, ça partait toujours mal, il y a eu effectivement des assassinats où malheureusement, un coup mal placé, et puis ils sortaient leur opinel, leur couteau, et puis ça partait très vite. Et c'est triste. Alors là, je dirais qu'il y a quelque chose de très malsain, je dirais, très manipulatif. Enfin, c'est très malsain ce qui se passe, parce que on met les uns, en fait, ils s'en rendent compte, ils vont mettre les uns contre les autres. Mais bon, on est assez intelligents et j'espère que s'il y a d'autres personnes qui m'écoutent, on est assez intelligents. Nous, on se dit, mais bon, on va pas jouer à ça. On respecte beaucoup cette famille qui malheureusement est dans le deuil. Et qui même quelque part les politiques ils respectent pas le deuil de cette famille. Restez avec nous Sandrine, parce qu'on n'en a pas fini avec vous. Est-ce que finalement le fait de vouloir taire ces prénoms, ça n'a pas participé justement au fantasme absolu de tout ça? C'est une faute initiale incroyable que de taire les prénoms. Mais on peut dire qu'on savait qui étaient les suspects puisqu'on allait les chercher à Toulouse. Oui, j'ai pas un désaccord, mais par rapport à la réflexion de Philippe Bilger sur les couteaux. Beaucoup de maires de villes populaires nous disent aujourd'hui que les politiques publiques mises en place sont inefficaces concernant une partie de la jeunesse de ces quartiers populaires qui sont tombés dans l'hyperviolence, qui sont armés, qui font régner la terreur à l'échelle d'un quartier, d'un bas d'immeuble, et que c'est d'ailleurs le témoignage de la maire de Romans-sur-Isère qu'il faut écouter très attentivement. Et Nougaro disait, parlait de la castagne. Oui. Il y a eu de la castagne sur les générations, mais ce phénomène quand même d'hyperviolence arrimé au commerce de la drogue et à celui des armes, comme quand on peut aller rafaler un point de deal aujourd'hui. Le pauvre homme qui est mort dans son lit par une balle de Kalash à Dijon. Hein. Ce qui s'est passé à Pau aussi, dernièrement. Ou à Marseille. Il y a là un phénomène dans cette génération qui, moi, là, me semble quelque chose auquel on n'a pas été confronté à ce niveau-là par le passé. Ce que je déniais simplement, c'est la volonté de ces jeunes munis de couteaux d'avoir l'intention de tuer. Et deuxième élément, là où Pascal Praud a raison, c'est qu'on est passé de ponctualité tragique à un vrai système aujourd'hui. Et merci beaucoup, messieurs. Et on va reprendre Sandrine. Parce que Sandrine, qui était avec nous à l'époque, il y a quelques instants. Jadis. En 1976. Elle a avant tout appelé pour remporter le livre de Jean Garrigue. Donc Jean Garrigue. Et du coup, elle s'est dit, je vais en plus donner mon avis. Et donc, Sandrine, vous allez pouvoir remporter un très joli cadeau de la part de Jean Garrigue, puisqu'il va vous dédicacer un livre et qu'on va vous l'envoyer. Et en plus, Castel-Sarrazin, c'est tout près de chez moi. Ah oui. Voilà. Et vous connaîtrez des jours heureux, hein, Maïté. Oui. C'est bien Sandrine. Non, c'est Sandrine. J'étais restée sur Maïté. Le séjour, le livre, je suis très contente. Très contente parce que, déjà, je suis une personne assez optimiste, donc ça va me faire du bien un peu. C'est fait pour. Et en profiter de lire à voix haute, en lire un petit peu à tout le monde, à ma mère, et puis à mes vaches. J'aime bien lire à voix haute, alors donc elles écouteront. Parfait. On embrasse vos vaches et toute votre famille aussi. Hein. Merci beaucoup Sandrine, on vous embrasse bien fort. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci Philippe Bilger, merci Olivier d'Artigol, merci Jean Garrigue. On vous retrouve demain dans un instant. Les marchés de Noël. Vous connaissez les marchés de Noël?
Noël, marché de Strasbourg, de Toulouse. On va vous raconter tout ce qui se passe un petit peu partout en France. Saint-Germain-en-Laye et les Santons à Marseille. Absolument. Et Arnaud Péricard sera avec nous dans quelques instants. C'est un peu la magie de Noël dans quelques instants. On est ravis. En tout cas, à tout de suite. Merci les amis. Merci à bientôt. les amis. Merci. À demain soir.